OK. Alors, je vais vous parler d'un produit qu'on a créé il y a quelques années. Moi-même, j'ai un peu d'expérience, une trentaine d'années d'expérience sur la plateforme IBMI, donc je connais les problèmes. Et il faut que ce qu'on fasse doit être testé. Et il y a déjà pas mal d'années, je me dis, mais le testing, surtout les tests de non-régression, c'est répétitif, c'est même très ennuyant. Pourquoi c'est pas automatisé? C'est le candidat parfait à être automatisé. Mais c'est compliqué. Et je parle pas des unit tests qui est, j'ai ma fonction avec mes paramètres d'entrée-sortie, j'appelle, bon, ok, c'est relativement simple. Il y a de l'open source, il y a déjà des trucs là-dessus. Mais je parle de tests de bout à bout. De tests où j'ai des écrans, j'ai du code, programme A qui appelle B, qui appelle C, qui appelle je ne sais pas quoi, et j'ai une database qui peut être fait de 1 fichier, 30 fichiers, 300 fichiers qui sont utilisés dans ma chaîne de programme. Et j'en sais rien quand je dois tester un truc de bout en bout. Et si je voulais faire un test correctement, il faudrait qu'au préalable, je sache tous les fichiers utilisés, je les mets de côté, ensuite je fais ma séquence de tests, et après je copie les mêmes fichiers. Pourquoi? Je les ai mis de côté au début pour pouvoir réinitialiser les mêmes données pour répéter le même test, et j'ai copié les résultats pour pouvoir les comparer. Et ça, à faire manuellement, c'est décourageant, quoi. Surtout si j'ai une grosse application, etc., etc. Bon. Donc la première chose qu'on a fait avec cet outil, c'est y a-t-il moyen d'automatiser ça? Genre, je ne sais rien, je fais clic-clic et l'outil fait tout. Il comprend quand il y a un nouveau fichier, il le copie, quand il doit le copier, il le compare, il l'initialise quand il doit l'initialiser et il le compare quand il doit le comparer. Bon, ça se fait la première étape et c'est dans l'outil. Donc, déjà, ça soulage beaucoup, quoi. Et après, on l'a poussé et on va un petit peu voir ce qu'on a ici. Donc, tout ça, évidemment, le testing, vu que c'est obligatoire, si on peut l'automatiser, cela va de soi, ça va accélérer la mise sur le marché, éliminer évidemment les tests manuels et institutionnaliser la qualité sur les logiciels, la qualité. Ce qui est un terme pas trop scientifique. Genre, une question, vous testez. Vous êtes éditeur, peut-être que vous aussi, ou utilisateur final. Quand vous avez une nouvelle release, la mise en place d'une nouvelle fonction, bah, faut la tester évidemment, et être certain qu'on n'a rien cassé autour. Comment peut-on être certain qu'on a fait suffisamment de tests? Facile, quoi. Et là, il y a aussi une réponse dans l'outil qui est scientifique, parce qu'on est informaticien, je veux dire 0,1, on n'est pas là peut-être. On est là, oui, c'est testé suffisamment. Ce qu'on veut savoir, c'est j'ai testé A, B, C, et j'ai couvert tout le code de A, tout le code de B et tout le code de C. Et alors, j'ai tout testé. Et pour tester tout le code de ABC, il faudrait que je puisse être assuré que j'ai utilisé les données d'entrée pour que je passe dans tous les coins du programme, dans tous les if and if. Et pour faire ça, et pour avoir la preuve de ça, il faut que j'ai une sous-technologie qui puisse être le code coverage, qui est intégré aussi dans l'outil, évidemment. Donc, on aura des métriques. Et là, on commence à respirer et à utiliser des informations qu'en tant qu'informaticien, on connaît. Sinon, c'est juste une perception. On l'a testé pendant 3 mois, on était 300, ça devrait être bon. Eh ben, on veut avoir des informations plus concrètes. OK. Donc, les tests, comme je l'ai un petit peu expliqué il y a quelques instants, ça nous ralentit parce que c'est compliqué, surtout s'il y a des systèmes complexes. J'imagine que vous avez évidemment l'IBMI, mais vous avez d'autres serveurs autour, Linux, Unix, Windows, pour gérer des documents, pour gérer d'autres requêtes dans d'autres langages. Multiplateforme. Bon, l'outil aussi peut aller sur d'autres plateformes pour faire des tests. Et le but du jeu, c'est de centraliser tout sur les BMI et de pouvoir causer avec d'autres plateformes au travers de ce qu'on appelle les web brokers. Si vous avez, enfin, n'importe quelle boîte, désormais, utilise un API broker ou API gateway ou web broker, où une requête se fait, on passe par cette plateforme qui est le web broker, qui ensuite redirige la requête sur la S400, l'IBMI, ou sur notre serveur qui donne les droits, etc. etc. Ben nous, avec cet outil, on peut causer avec ce web broker et lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire de ce moment-là à ce moment-là, et nous, on peut le répéter pour étendre les tests de l'IBMI à d'autres plateformes, en incluant l'initialisation des données, etc. etc. Ensuite, les difficultés, je continue. Difficile à mesurer la couverture, c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants. Comment peut-on savoir qu'on a testé suffisamment?
Il faut des métriques. Et le manque d'intégration sur un environnement multiple, Unix, Windows, au-delà de l'IBM I. Mais même dans simplement l'IBM I, on a du 5250, on a des pages web, on a du SQL, on a du CPIP, on a pas mal de choses. Bah, tout ça, ça peut être testé. Et le but du jeu, c'est de l'automatiser. Ok, donc là, l'opportunité, ou du moins la raison d'être de cet outil, c'est de pouvoir adapter, de pouvoir intégrer comment dire, tous les besoins du test à 360 degrés, de l'IBM I à d'autres plateformes, d'intégrer les processus d'intelligence artificielle, et là il y aura quelques slides plus tard à ce sujet, et de pouvoir donner des moyens à toutes les équipes, si bien des programmeurs que des recetteurs, équipes qualité assurance, d'accélérer leur travail ou même d'automatiser les tâches pour qu'eux puissent les superviser et être plus rapides. Parce que le but du jeu, c'est je modifie mon application en ajoutant ou modifiant des fonctionnalités, et plus tôt c'est sur le marché, plus tôt tout le monde est content. Mais il faut que ce soit validé. OK, et Réplique Test, qui est le nom d'outil, comble tous ces écarts. OK, c'est une des plus grandes importances de cet outil, c'est pour les tests de non-régression, ou tests de régression, les deux terminologies sont acceptées, et d'automatiser la génération, l'exécution et l'analyse des tests. Quand je dis automatiser la génération, alors j'ai une question pour vous. Vous faites des tests. Pour faire des tests, vous avez besoin de faire des scripts de tests. Genre, mon test, c'est je fais mon login, j'appelle ce menu ou tel programme, ensuite j'entre telle donnée, ensuite j'appuie F10, ensuite, etc. Ça, c'est le script. Et ensuite, il faut rejouer tout ça. Une fois que j'ai le script en place, quelqu'un le fait, et après, il faut que quelqu'un d'autre, la semaine d'après, le rejoue. Pour vous, quel est le plus compliqué? C'est de faire le script ou de le rejouer? C'est de le faire, en fait. De faire le script initial? Ouais. Parce qu'il faut passer par tout. Bah oui, il faut penser à tous les cas, ou qu'est-ce qui est critique, quoi. Et en général, le script, c'est sur une feuille Excel. Oui, c'est ça. Voilà, où on écrit chaque étape, tu rentres ça, tu dois voir ça, tu fais ensuite ceci, etc. Et c'est encore incroyable qu'aujourd'hui, les tests soient sur des feuilles Excel, quoi. Mais je veux dire, bon, c'est le cas actuel. Nous, on travaille avec des entreprises qui ont des moyens infinis. Ils passent par des tests manuels qui ont des scripts sur des feuilles Excel. On a automatisé des choses quand même. On fait du script shell, enfin, on fait pas mal de choses derrière pour automatiser. Oui. Et donc, bon. Pardon, Excel au départ. Oui, bien sûr. Et donc, la mise en place de scripts. Ensuite, le fait, si vous avez déjà les scripts en place, le fait de les rejouer, c'est plus facile ou c'est aussi critique? C'est critique. Parce qu'il faut du temps. Il faut remettre la data en place, on restaure les bases, enfin, on a des copies de base, on les restaure. Bien sûr. Et puis il faut de la logistique. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. Même si on a automatisé aussi les restaurations, on a des partitions pour ça, on a ce qu'il faut. Mais... Bien sûr. Il faut s'assurer que ce soit bien aligné, qu'on ait le bon restore au bon moment, etc. Voilà, et puis des fois, les données, il faut aussi les alimenter, parce qu'on a une nouvelle fonction, c'est des nouvelles data, des nouvelles tables, il y a tout ça aussi. Et voilà, et là, on commence à s'amuser, quoi. Justement, quand vous devez mettre à jour vos données, il y a un autre problème qui se pose. Parce qu'on sait très bien, je veux dire, moi, pour faire mes tests, j'ai besoin de données. Mes données, je les prends où? Je les prends dans la prod. Oui, c'est ce qu'on fait. On va pas faire des données artificielles, quoi. Bien sûr. Et dans la prod, des fois, j'ai plein de fichiers. Des fois, j'ai des fichiers qui sont énormes, qui ont des transactions, qui ont des millions d'enregistrements. Mais mon test, peut-être qu'il va pas utiliser le milliard d'enregistrements. Non, mais on a fait des scripts qui ne prennent que les données, enfin, qui apurent, en fait, les données de prod. Voilà. Ou alors, il faut un travail comme ça. Ou sinon, si on prend, ce qui se fait en général, une copie de la prod à tel moment qui est rafraîchie. Après, on essaye de d'éplucher ce qu'on... les copies, en définitive. Oui, voilà. On élimine ce qui n'a pas raison d'être, en fait. Oui. On n'a pas besoin. À la machette, quoi. Grosso modo. C'est des scripts aussi, c'est automatisé, mais bon. Tout à fait. Mais là, en fait, c'est une opération de ce qu'on appelle de shrinkage. Genre, j'ai beaucoup de données,
Je sais que dans mes tests, tout ça, ça ne va jamais servir, donc je les enlève, parce qu'évidemment, c'est un problème. Si j'ai des données volumineuses, à chaque fois que je rejoue mon test, je vais faire un restore qui serait une réinitialisation des données. Et si j'ai beaucoup de données, ça va prendre du temps et de l'espace. Même si l'espace n'est pas trop un problème, mais c'est le temps. Et si moi, j'ai une centaine de scénarios de scripts à rejouer, et qu'à chaque scénario, il faut, j'en sais rien, 10 minutes pour faire un restore, ben, je n'ai pas le temps de le faire en une nuit, quoi. Et j'aimerais pouvoir retester tout avec un minimum de temps. Et pour faire ça, il faut diminuer les données. Et pour diminuer les données, il faut savoir quelles sont les données qui sont réellement utilisées et pas. Et c'est là où on s'amuse aussi. Et dans l'outil, il y a aussi une option de shrinkage automatisé qui va comprendre exactement quels sont les enregistrements réellement utilisés dans le test. Et il fait des subsets qui sont ensuite utilisés pour tous les tests rejoués. Et ça permet d'avoir une fréquence des tests beaucoup plus haute et d'accélérer tous les processus. Et donc de les automatiser davantage, parce que j'ai plus de problème de fenêtres et d'espace. Donc c'est aussi un des problèmes, un des gros problèmes. Donc, en 3 mots, comment fonctionne cet outil? Vous allez le voir dans un instant. Mais les 3 mots-clés, c'est enregistrer, rejouer, diffuser. Parce que l'outil, qu'est-ce qu'il va vous demander? Je dis, bon, l'outil, en gros, il automatise tout. On met des sondes et l'outil fait tout. Il doit juste enregistrer ce que vous faites d'un certain moment, d'un début à une fin. Donc, en gros, je clique Start. Il enregistre ce que je fais, écran vert, écran web, accès SQL, TCP/IP. Et quand j'ai fini mon script ou mon scénario, j'appuie Stop. Et lui, avec ça, il est déjà prêt. Il a lui tout seul généré un script dans l'IFS qui est déjà disponible pour être rejoué. Et on a une commande interne pour le rejouer. Ça peut s'appeler par des API, etc. Vous allez le voir dans un instant. Et c'est tout. Donc, l'effort humain est réduit au minimum. Et c'est le but du jeu, parce qu'on est là pour automatiser et le testing au maximum. Donc, moins vous faites, mieux ça fonctionne. Et il faut juste enregistrer quel est le scénario que vous voulez tester. Et c'est tout. Et une fois que c'est fait, lui s'occupe de comprendre les données, de les initialiser, de les comparer, de faire tout ce qu'il faut. Et ça soulage énormément. Ensuite, il y a un tableau de bord qui est riche, page web, parce que le test génère plein de logs, une cinquantaine de fichiers. Donc, il y a plein d'informations disponibles. Il y a tellement d'informations que ça pourrait aussi être utilisé, non pas seulement pour tester, mais pour développer. Genre, je dois changer une fonction, rajouter une fonction qui met à jour 5 tableaux, 50 tableaux. Ben, j'utilise l'outil, je fais ma modif et je teste, je développe ma modif et je peux demander à l'outil, fais-moi voir les résultats sur les tableaux updatés, ajoutés, délétés. Et lui, il va me faire un compte-rendu aussi de ça, quoi. Donc, ça peut aussi accélérer le développement. Parce que je sais ce que je dois avoir comme résultat, et lui, il va me l'indiquer, et donc, je vais pouvoir le vérifier. Intégration multiplateforme au travers de des API brokers, des web API, ou web brokers, pardon, on peut causer avec eux pour aller au-delà de la BMI. L'option data shrink, ce que je disais avant, j'enregistre un test, je le tourne avec l'option shrink, et lui, il va m'analyser les enregistrements réellement utilisés ou pas, et déblayer ce qui n'est pas utilisé, enfin faire un subset de ce qui est utilisé et n'utiliser que ça. Et on shrink à 99%, ou plus de 90% en général, tout ce qu'on teste. Et ça accélère énormément donc les opérations de test. CI/CD et automatisation zero touch. Alors, le terme zero touch. Imaginez qu'on teste un écran vert. Un écran vert, par définition, c'est interactif. Nous, on peut l'enregistrer et le rejouer. Mais si je voulais réellement être automatisé, il faudrait que je puisse le rejouer aussi en batch. Mais en batch pur. Comme ça, je m'intègre dans une chaîne de DevOps. On ne veut pas d'interaction humaine. Zero touch, on ne veut pas qu'il y ait une main qui doit cliquer quelque part. Non, on ne veut pas qu'il y ait une interface Windows, il faut que je clique quelque chose. Non. Il faut que ce soit du batch à 100%. Et là seulement, je suis entièrement automatisé. Et donc, nous, on réussit aussi à enregistrer des scénarios écran vert, les rejouer en interactif, écran par écran, pour voir ce qui se passe, mais aussi en batch. Et c'est là le point culminant, parce que ça va aussi nous servir pour s'ouvrir sur le monde de IA, où IA
si on veut causer avec IA, il faut être dans une loupe infinie, et donc en batch, pour pouvoir faire quelque chose de constructif. Et on va en parler ici quelques instants. OK, alors comment ça fonctionne? Écran web ou écran vert. Pour l'écran web, il suffit de mettre, bon, je veux commencer à enregistrer un scénario, donc faire un script automatisé, et j'appuie sur un bouton Start, je mets le nom du scénario, ceci est l'entrée des commandes, par exemple. Ensuite, je navigue dans mon application, et quand j'ai fini, j'appuie sur Stop. Genre, plus simple que ça, c'est pas possible. Et on peut donc tester du mobile, des écrans web, et aussi des écrans verts. Une fois qu'on a ça, il y a un script qui est automatiquement généré et il est déjà disponible pour être réappelé, donc rejouer ce que je viens d'enregistrer. Et dans le rejouer, l'outil tout seul va initialiser toutes les données automatiquement. Il va rejouer toute la séquence, va comparer les données à la fin. Et entre les deux, moi, je peux faire mes modifs. Et donc, avec ça, je peux faire en masse des tests de non-régression. Parce que quand je réappelle mon script, je peux décider de la liste de librairies, etc., etc. Donc, je change la liste avec mon programme modifié, et lui, il va appeler la même séquence, et à la fin, en initialisant les données, et à la fin, il va comparer les données. Et ça, il le fait automatiquement. Genre, c'est le minimum. En plus, ensuite, il y a plein d'options de granularité, etc. Les résultats, on les voit sur un tableau de bord, mais derrière, c'est une cinquantaine de fichiers, donc on peut faire du SQL et s'amuser à faire des informations croisées. Et là-dedans, il y a de tout. Il y a le temps qu'il met pour les restores, le temps qu'il met pour ci, ou cela, le call stack, les comparaisons entre fichiers, évidemment. Il y a aussi sur tout le contexte, l'environnement, on peut loguer plein d'informations. Et ça aussi, ça sert pour le développement. Parce que quand on fait un test, le but du test, c'est de savoir s'il y a un bug ou pas, quoi, évidemment. Et s'il n'y a pas de bug, c'est simple. Mais s'il y a un bug, le but du jeu, c'est de comprendre la cause le plus vite possible pour résoudre le plus vite possible. Donc ici, on met le maximum d'informations à disposition. Et tout de suite, je vois, ah tiens, tac, c'est là où il y a une erreur, parce qu'on a aussi le code coverage qui est automatisé. Qui de vous a déjà utilisé le code coverage, la couverture de code? Alors, juste pour la petite histoire, il existe une commande IBM qui s'appelle code cov, C-O-D-E-C-O-V, F4, et après, je fais le code de ma fonction, de mon programme, hein, et lui, il génère quelque chose dans l'IFS qui est en crypté, zippé, qui est visible qu'au travers de RDI, ce qui n'est pas très pratique. Nous, on a réécrit tout l'interpréteur de ce code cov pour générer quelque chose dans l'IFS qui est transparent, qui est public, où vous voyez directement votre programme avec une croix devant pour dire cette ligne est exécutée, cette ligne non. OK? Et après, on peut faire et on met la même information dans une base de données, comme ça on peut l'interroger au travers d'une fonction SQL, et on peut faire des merges de code cov. Genre, j'ai mon application écran vert ou écran web, mon programme fait plein de choses selon les inputs que je mets dans mes écrans. OK? Et donc, je vais faire une batterie de plusieurs variations de mes tests pour être sûr que je passe partout dans mon code. Et après, je vais merger tous les codes cov pour être sûr que je suis passé partout. Information scientifique dont vous avez besoin pour dire, oui, on a testé ABC, mais on a testé 83% du programme A, 87% du programme B, etc. Et là, c'est bon. Ensuite, on sait aussi qu'il y a du code mort, il y a des routines ou des procédures qui ne sont jamais appelées, mais on peut aussi les reconnaître, etc., etc. Mais là, on a une information concrète. Bon. Et quand on est manager, chef de projet, on a besoin de ça. Sinon, ce ne sont que des perceptions. Et voilà. Et une fois que vous avez ça, une fois que ça s'est enregistré une fois, vous pouvez le rejouer à tout moment, en interactif ou en batch. Et j'insiste encore une fois sur le batch, parce que c'est que quand on est à 100% batch qu'on peut prétendre être à 100% automatisé. Donc, ça veut dire que tout est natif, IBMI, etc., etc. Alors, maintenant, on va passer à une démo. Alors voilà, concentrez-vous. La démo dure 5 minutes. Et je vais causer derrière. Alors là, juste pour vous expliquer ici. Bon, c'est une page ici, elle est en anglais, mais elle existe aussi en français, en différentes langues. C'est une page que nous, dans l'installation, vous avez votre browser. Il y a une table du browser où il y a votre application. Ça, c'est une autre table où il y a un bouton Start.
C'est tout, quoi. Donc, c'est une table que nous, on propose. On met le nom du scénario. Ici, je mets la description. Je suis en train de tester les commandes. J'appuie sur Start. Et je mets donc la description. J'appuie sur le bouton Start. Et lui, OK, il est en train de préparer les coulisses, le backstage, le terrain. Et il dit OK, le test, que ça va être le 995, il est prêt à être. Il met sa sonde en route. Et ici, on est sur une autre table où il y a votre application que vous testez. Et là, je fais votre application, ça va être des boutons, des inputs, etc., quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ouais. Et là, votre application tourne. Ici, c'est un exemple où on update un tableau. On voit les couleurs qui changent. Bon, voilà. Ça peut être n'importe quoi. Tout ça, ça va passer par des RESTful API sur votre serveur HTTP et nous, on intercepte tout. OK ? Et quand vous avez fini, vous revenez sur l'autre table et vous cliquez Stop. Et c'est tout. Et là, lui, il indique le test, machin truc, est déjà fini. Et là, il est déjà disponible sur le tableau de bord qu'on voit ici. On voit le test 995 qui est maintenant apparaît. Et il y a déjà un bouton prêt, replay. Et c'est bluffant, quoi, parce que ici, c'est totalement automatisé, quoi. J'ai enregistré, lui, il a déjà tout fait. Il va initialiser les données. Alors, attends, là, je vais trop vite avec la vidéo. Je vais un petit peu en arrière. OK. Ça, c'est le tableau de bord. Là, avant, j'ai enregistré. Je fais Start. Je vais dans mon application. Je navigue. Je fais 5 minutes de navigation, 1 heure, ce qu'on veut. Quand j'ai fini, je reviens. Stop. Un script est généré dans l'IFS. J'affiche une autre table qui est le tableau de bord et je vois déjà le script. Je peux le voir dans le code, mais ici, je le vois. Un script qui va interroger la base de données de l'outil. On lui dit, il y a un script qui est prêt, qui est maintenant celui-ci, le 995, qui est là en haut, quoi. Et il y a un bouton replay qui est prêt. Le bouton replay, il va appeler un service web qui appelle une commande. L'outil est commandé, enfin, tout est commandé par des commandes. Donc, par des API, c'est facile. Donc voilà quoi. Et la commande s'appelle en fait replay, quoi. C'est assez simple. Replay test 995. Et lui, il se débrouille pour savoir ça. Alors c'est un test qui est web, donc je mets ça en place, ou c'est un test écran vert. Il fait tout seul. On a tout. On a automatisé au maximum. Comment dire, toutes les différentes couches. Et donc là, on clique replay. Et automatiquement, on voit sur le tableau à droite, on voyait sur le tableau à droite que c'était passé. Ici, c'est le script qui est dans l'IFS. Et on voit à quoi il ressemble, quoi. Il y a les commentaires pour expliquer ce qu'on a. Et c'est un script qui est déjà utilisable as is, tel quel. Mais bon, vous pouvez le modifier. Alors, je reviens un petit peu par là. Pourquoi voudriez-vous modifier un script qui fait déjà tout seul? Alors, il y a quelqu'un d'entre vous qui est aussi intéressé par, ici on parle de tests principalement fonctionnels, il y a aussi des tests de charge de travail. Il y a quelqu'un qui a un besoin dans ce sens-là? Bon, alors ça n'intéresse pas tout le monde. Ça intéresse en général des boîtes comme des assureurs parce qu'ils ont leurs applications qui sont exposées sur le cloud et on ne peut pas savoir s'il y a 300 clients connectés en même temps ou 300 000, quoi. Et donc, il faut que je fasse un test pour savoir si le serveur il explose pas derrière. Ouais, voilà. Bon. Alors, faire un test de charge de travail, c'est pas aussi simple que ça. Ici, on comprend que, très bien, l'outil enregistre tout, il peut tout rejouer. Très bien. Je peux, en batch, rejouer le même test 30 000 fois et ça va être ma charge de travail. Le seul problème, c'est si dans mon test, mon scénario fait un update d'enregistrement, la première session va le faire, mais la seconde, ça va être loqué, vu que la première session, si c'est le même enregistrement. Donc, il faudra que je puisse faire tout ça, mais en même temps, changer à la volée la variable de la clé d'enregistrement. Vous me suivez, là? Bon. Ben non, on peut y arriver très facilement avec ces scripts. C'est là où vous voudriez les modifier. Ici, en dur, il y a écrit access client 1, 2, 3. Eh ben, au lieu de 1, 2, 3, je mets e-commercial var 1. Et la commande qui appelle le script a un paramètre où je peux changer la variable. Et c'est très simple. Bon. Et avec ça, je peux l'appeler 30 000 fois, loupant un fichier à moi qui va changer la variable, et je fais mon test de charge de travail super facilement. Sans truc compliqué, quoi. C'est du batch no max 30 000 fois, quoi. Bon. Je continue. Et ici, voilà la commande qui s'appelle exe WebSQL, que je copie ici. exe WebSQL.
et je tourne le test 995, qui est un script dans l'IFS, et voilà. Donc, si on le voit tourner sur un écran vert, on comprend que c'est une commande, on comprend que le bouton sur la page web, ça appelle une API qui appelle la commande, enfin, bref, quoi. Tout ça devient très, très, très automatisé, quoi. Là, OK, donc on voit aussi que là, on voyait que donc le test 995 était... Comment? On a les temps d'exécution aussi. Oui, tout à fait. Oui, bah, attends, bonne question. Je vais revenir là-dessus parce que justement, ce qu'on met dans le dashboard, c'est une information qui est justement utile. Je reviens là. Peut-être qu'ici, on la voit. Voilà. Ici, il y a le temps manuel pour les tests. Ici, c'est 5h33 sur tous les tests. On est à 900 tests, c'est des brouettes. D'accord? Et ici, le temps automatisé, c'est 2 heures, 2h30. Ça, c'est pour faire comprendre. J'ai une nouvelle release, je veux tout tester. J'ai 900 scénarios. Si je voulais tous les relancer, ça me prendrait 2h34. Est-ce que j'ai une fenêtre de 2h34? Oui, non, oui, je balance tout. Et lui, il s'occupe de tout faire. Bon. La différence avec le test manuel, ici, le test manuel, pour nous, c'est le temps que tu as mis à enregistrer. C'est du manuel, forcément. Et ça, c'est aussi une information utile. OK. Ensuite, on pourra voir qu'on peut créer des suites de tests. Et là aussi, le concept est simple. La suite, c'est une enveloppe qui s'appelle Create Suite. Ensuite, dans ma suite, je vais ajouter des tests et je peux lui dire ajoute le test numéro 3, le test numéro 13, le test numéro 26 ou ajoute tous les tests qui touchent le programme ABC ou le fichier YZ. Et lui, il va mettre tous les tests dans la suite et après, il y a Run Suite. Et Run Suite, c'est la même histoire, c'est command driven, donc je l'appelle n'importe où, etc. Et après, ça me fait des logs dans les fichiers. Et les tests, évidemment, ils vont après me passer pass, fail, passer, pas passer. Au niveau du test, aussi au niveau de la suite. On a même poussé le concept pour s'intégrer sur n'importe quelle chaîne de DevOps que vous pourriez avoir. En général, les gens de DevOps ont deux manières de jouer des séries de tests. Ou ils les jouent tous, même s'il y en a un au milieu qui se crache, ils vont jusqu'au bout, et après ils vont voir des logs, ou ils veulent s'arrêter au premier qui se casse la gueule. D'accord? Et là, on a les deux options, quoi. Et pour nous, qui sommes programmeurs à la base, ça va être, tu veux un message de diag ou un message escape. Escape, c'est je m'arrête dès que j'ai un pépin, et diag, c'est je continue, mais je te log tout, quoi. Et avec ça, donc, il est facile de jouer vu que tout le monde utilise les commandes. OK, là maintenant, on a vu un exemple d'écran web. Ici, on va voir la même chose sur un écran vert. Et on a une commande qui s'appelle rec 5250, record 5250. On a des options. Alors, les options, je m'arrête juste un instant, je reviens un petit peu ici. OK, alors, record 5250, F4 ou entrée. F4 pour, il y a quelques paramètres. Les quelques paramètres, c'est quand on enregistre des écrans verts, on peut dire, bon ben, moi, je ne suis pas intéressé au database. C'est autre chose qui gère le database, qui fait l'initialisation, etc. Tu prends que les écrans et que la séquence, que les input-output sur les écrans. Ou alors, tu me prends aussi ce qu'il y a derrière, quoi, le front-end et le back-end. Donc, ça, c'est les paramètres principaux, quoi. OK? Et là, on lui dit, non, non, moi, je veux tout. Je veux que tu me prennes les écrans, plus toutes les données de la base de données qui sont utilisées, parce que moi, ensuite, je veux les réinitialiser tout seul. Mais on collabore aussi avec d'autres systèmes qui ont déjà leur mécanisme d'initialisation global, etc. Donc, voilà. Les deux sont possibles. Et une fois qu'on fait ça, on appuie Entrée, et la commande rec 5250 va prompter un nouveau login. Et là, il est en train d'enregistrer. Et on met tout en rose pour rappeler au mec que c'est enregistré. Comme nous d'ailleurs avec les micros au plafond. Et ici, j'appelle mon programme. Ici, c'est un programme de test qui va faire un update. OK. Et ici, regardez, la valeur, c'est Crocodile Dundee. Et je rajoute AAA. Je confirme. On le voit bien que c'est été journé. Et j'ai fini. Bon, ça, c'est mon test.
Et voilà, là, je le sauve, je mets une description de mon scénario. D'accord? OK. Simplement pour donner une description. Là aussi, ça va générer quelque chose dans l'IFS. Et maintenant, il y a la commande execute 5250, qui est donc le tandem de la commande record 5250, où je mets le nom du script, donc le test 996. Voilà. Et si j'appuie Entrée comme ça par défaut, ici, je vois le script. Et je peux le jouer écran par écran pour vérifier. Et là, je suis encore en interactif. Et là, il me le rejoue. Et ici, l'utilisateur, il fait que entrer, entrer, entrer. Lui, il va simuler les F3, F12, F10, les inputs, les outputs. Et si on voit que tout ça, lui, il met le A, et donc on comprend qu'il a déjà initialisé les données, il me met le nouveau input, et à la fin, il va comparer les données. Évidemment, on n'a pas changé de programme, donc le test est passé. Mais maintenant, ici, je vais vous montrer une autre option. C'est tout le temps exe 750, mais je peux lui dire run in batch mode. Joue-le en batch. Et là, il fait la même chose avec des status messages, mais c'est en batch. Là, je peux l'appeler dans du jeune de DevOps et je suis totalement automatisé. Vous voyez le truc? Et ça fait la différence. Et là, on parle d'un écran vert, quoi. Donc, techniquement, on a fait une belle pirouette. Et ici, on voit le script. Et le script, je reviens un petit peu en arrière. Le script, on l'a fait d'une manière assez... voilà. Attendez. Assez user-friendly, parce qu'on met une image, bon, il y a des commentaires, ce qui est en commentaire, c'est l'image de l'écran, et après, il y a les commandes check que dans cette ligne, dans cette position, il y a telle valeur qui soit entrée, sortie, etc. Mais on laisse tout le temps une image de l'écran, comme ça on comprend où on est, si on veut modifier le script. Et le modifier, encore une fois, pour les mêmes raisons d'avant, etc., etc. On peut aussi dire, on a des clients qui utilisent les scripts comme des templates pour faire des scénarios multiples en changeant les variables. Donc ça aussi, c'est possible. Mais là, le mécanisme, c'est simple. Ici, j'ai quelque chose qui va me dire, voilà tous les écrans qui arrivent, voilà chaque entrée d'input, et voilà ce que tu as comme résultat. Et donc, on peut jouer sur différents inputs dans les scripts, si on veut. Et là aussi, juste petite parole en passant, les passwords, etc., c'est crypté par défaut. On peut aussi les gérer parce que dans les tests, on peut aussi avoir des tests qui, soit je veux rouler le même scénario, mais avec un autre login, parce que ce que je veux tester, c'est l'autorité. Pour que ça se crache ou pas, quoi. Et donc, on peut aussi évidemment le faire, quoi. Bon. Et là, pareil, je vois mon test 5250 qui apparaît sur le dashboard, et je clique replay. Là, je suis du web, j'appelle un truc qui tourne en batch, qui était un écran vert, quoi. Et je suis en train de le rejouer, il réinitialise les données, il refait la même séquence et il compare. Et à la fin, je vois que le test 996, il est passé. Bon, on n'a pas changé de programme entre-temps, donc évidemment. Ici, suite de tests que j'ai dit avant. On peut faire des suites, comme j'ai indiqué par avant. Et ici aussi, on peut les tester en masse et voir les résultats globaux, ou aussi en détail. C'est bien pratique pour la gestion des tests. Et là, un aperçu sur, on a une cinquantaine de fichiers qui donnent plein d'informations sur tous les tests. Et là, il y a du matériel qui est très bon pour débugger au besoin. Ici, un dernier mot, je ne sais pas si vous avez eu, est-ce que vous connaissez l'open source RPG Unit? Alors, c'est un open source qui existe depuis 15 ans et qui est franchement très bien fait, quoi, hein. Ça permet d'utiliser, vous savez comment ça marche. Nous, on a des programmes OPM ou ILE avec des procédures. Je veux faire des unit tests, ce qui est la brique de base, quoi, pour faire mes tests. Cet open source s'appelle RPG Unit, me permet de faire des assertions, genre j'appelle telle procédure ou tel programme, et à la fin, je veux vérifier qu'il y ait tel résultat ou tel autre. Et égal, pas égal, supérieur, etc. Donc très flexible. Et l'open source RPG Unit, franchement, ils sont très bien faits parce que c'est dans la recompilation où je peux réappeler une procédure qui était dans. Bon. IBM, il y a 3-4 mois, ils l'ont intégré dans VS Code. Et nous, ce qu'on a fait, on a intégré ce qu'a fait IBM de VS Code dans Rapid Test. Comme ça, à chaque fois que vous utilisez ce truc,
en natif ou au travers de VS Code IBM, vous avez un test ID dans notre dashboard. Donc, vous centralisez aussi les unit tests globalement. Et on sait qu'en général, les unit tests, c'est fait par les programmeurs. Ensuite, il y a les tests plus complexes de bout à bout qui sont faits par les gens de la qualité contrôle ou recette. Mais là, tout est centralisé. Un test, c'est un test. OK. Et là, je peux faire une suite où je roule tous mes unit tests au préalable, etc., etc. Donc, ça commence à devenir pratique, tout ça, quoi. Vous voyez? Et là, oui, les développeurs peuvent utiliser ce quelque part pour faire des tests unitaires. Je veux dire, les développeurs peuvent utiliser. bien sûr. Mais là, le truc qu'a fait IBM, franchement, c'est super sympa parce que alors, vous utilisez déjà VS Code? Oui. Nos développeurs utilisent ça. Bah ouais, mais c'est super. On fait du Java, enfin, on fait tout. On fait bah voilà, bah, VS Code, tu as tout autant. On fait RPG, on fait... Ben là, ce que a fait IBM, ils ont. Genre, je vois mon source, il y a des procédures. IBM a rajouté au travers de VS Code des boutons où il reconnaît qu'il y a une procédure, il fait le wrapper de l'unit test qui va rappeler la même procédure. Et toi, derrière, tu mets, je veux vérifier qu'il y ait ci, ça ou ça. Et pour le programmeur, c'est de la musique, quoi. Genre, ça devient. Voilà. Et c'est similaire à ce qui se fait avec d'autres langages, quoi. Bon. Et nous, ce qu'on a fait, c'est nous, on a fait un wrapper sur le wrapper, quoi. Comme ça, on peut tout centraliser. Parce que ce qui manque à ce RPG Unit, c'est de générer un test ID qui est rappelable. Parce que ça va aussi, mais il faut rappeler la même routine à chaque fois, donc il faut s'en rappeler. Alors que nous, non, on génère un ID. Il suffit de rappeler l'ID. Et voilà, exactement. Et même, on génère l'ID, on rajoute un tag, qui est le tag, par hasard, c'est unit test. Et je peux lui dire, tourne-moi, reroule-moi tous les unit tests. Voilà. Non, jusqu'à la fin. Non. Je suis allé trop loin. Et si j'ai des mises à jour faites par des triggers ou des choses comme ça? Ah, bah voilà. Alors, je vais. Oui, alors. On a que les journaux, les triggers, les data area, tout ça. Enfin, tout ça, c'est incorporé. Hein. On peut même rejouer un test en lui disant les triggers, tu les désactives ou tu les laisses actives. Il y a plein de nuances là-dessus, hein, mais il y a tout qui est pris en compte. Hein. Quand je reviens en arrière ici, je suis allé trop loin. Il est où là? OK. Il y avait simplement un petit bout sur le unit test. Voilà. Là, on voit le unit test au travers de l'interface IBM sympathique qui est jouée. Et ici, nous, on le voit sur, voilà, on le voit sur le dashboard. Donc, c'est centralisé. Tout ça, donc, pour confirmer que, bref, n'importe quel test, unit test ou test bout à bout, on a tout au même endroit, quoi. Donc, c'est gérable au même endroit, quoi. Ce qui est le but du jeu, parce qu'on veut automatiser toute la chaîne, quoi. OK. OK. Alors maintenant, voilà. OK. Ici, un aperçu de toutes les options, tous les modules autour de l'outil. Alors, on peut tester les écrans verts, les écrans web, les API, du SQL, de l'accès SQL. Enfin, on sait comment fonctionne une plateforme IBMI, à quoi ça peut servir dans le monde moderne, etc. Du legacy au super moderne. Bon. On a optimisé les choses pour VS Code, mais ça marche aussi avec RDI, quoi, parce que nous, derrière, on génère un script, c'est un texte. Nous, on interprète à la volée, mais n'importe quel éditeur fait l'affaire, quoi. Les journaux, les triggers, et peut-être qu'il y a aussi quelque chose. Bon, les triggers, on les gère aussi, comme j'ai dit. Pour un truc intéressant sur la sécurité, l'air de rien, vous vous êtes jamais rendu compte que pour un test, il faut que je restaure les données, quoi. Il faut que je restaure les trucs à un moment ou à un autre, quoi. Quand je fais un restore, le système, par défaut, il perd des attributs de l'objet ou il les change. Et ça, c'est pas très pratique si moi, je veux tester l'autorité. Donc, je veux rejouer le même machin, j'ai 30 programmes, 30 fichiers, mais si il me change des attributs, eh ben, l'utilisateur Mario au lieu de l'utilisateur Pascal, peut-être on ne sait plus ce qui se passe. Nous, on a très bien fait attention à ça, et quand on fait un replay, quand on rejoue le test, on restaure intégralement les mêmes attributs, les mêmes autorités que l'original, tout le temps. Donc, on est certain que quand on veut tester l'autorité, on est bon, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui reste d'intéressant ici? Ah, multi-job. Ça, c'est IBM même
nous ont amené un client, dit oui, on a un client, c'est une banque, hein, et ils ont besoin de faire des tests qui est sur plusieurs jobs. Et nous, on est déjà multi-job. Je vais vous montrer en détail sur la commande, mais déjà sur le web, on est multi-job. Vous savez que sur le web, on est sous l'instance QHTTP, etc. Mais il peut y avoir plusieurs instances. Hein, que j'ai de l'Ajax ou pas dans ma page web, je peux appeler, en fin de compte, bref. Et nous, on englobe le tout. Et le mécanisme, c'est, moi, je prends tous les jobs qui sont sous l'utilisateur que je connais dans ce sous-système où j'ai le nom du job qui est différent du numéro du job. Donc, on peut jouer avec ça, mais bon, le fait est qu'on peut être sur plusieurs jobs. On a même un client qui il démarre en écran vert. Ensuite, il va sur une page web qui est en Java. Et donc, il y a forcément plusieurs jobs. Et nous, on arrive à faire un test unique pour le tout. Donc, voilà. Nous, on fait beaucoup, ouais, c'est entre du CGI et du Tomcat. Ouais. On utilise les serveurs Tomcat. Ouais. Et on utilise beaucoup de WebSocket, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bah là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis, on a des brokers après sur des ActiveMQ, choses comme ça. Ouais. Enfin, beaucoup de modules open source. Bah oui, voilà. Bah, évidemment, vous utilisez tout ce qu'il y a de... Enfin, le meilleur outil pour le meilleur besoin, quoi. Ouais. Bah, nous, on arrive à intégrer tout ça parce que, justement, le monde est éclectique. Et là-dessus, donc, l'utilisation simple, on a simplifié l'interface parce qu'il y a plusieurs niveaux d'utilisation. On dit, bon, OK, on arrive à tout automatiser. On a travaillé sur l'interface où, en gros, on veut permettre à tout le monde, non seulement des programmeurs, mais aussi de simples utilisateurs, d'enregistrer des tests. Parce qu'une fois que je peux enregistrer des scénarios automatiquement, je peux shrinker les données. Ben, plus j'ai de scénarios, mieux c'est pour faire des tests de non-régression. Parce que j'ai plus de problème de volume, etc. Donc, il vaut mieux que je demande à toutes les personnes de la boîte qui connaissent l'application, tester en diagonale dans tous les sens. On a besoin de ça. Donc, cliquez Start, faites votre scénario comme vous faites tous les jours et cliquez Stop. Et automatiquement, il y a un script disponible pour le programmeur qui va faire le déploiement. Mais il y a du matériel déjà disponible. Donc, on a fait une version simple avec Start, Stop, si bien écran vert que écran web. OK. Où tout de suite, même le simple utilisateur, il voit un dashboard, il n'a pas besoin, il peut voir le résultat. Bah, tiens, mon test maintenant il est passé, je peux faire un replay si je veux, et c'est fini, quoi. Et après, ici, là, il y a du matériel. Ici, c'est l'utilisation plus avancée. Et là, si vous naviguez un petit peu ici, il y a des choses, comment dire, assez sportives. La couverture du code, évidemment, c'est ça qui donne le métrique sur oui, j'ai testé, mais est-ce que j'ai testé suffisamment? Et avec ça, vous le savez. OK. Évidemment, on peut importer, exporter les tests d'une partition à une autre. Et quand on fait ça, on importe, exporte tout. La séquence plus les données. Parce qu'après, on peut les réinitialiser, etc. La comparaison des données. Alors, si vous avez un test un peu complexe, je fais des updates à droite à gauche. Des ajouts, des deletes. Évidemment, on vous dit si ça match ou pas, quoi, si c'est pareil ou pas. Mais on vous donne aussi une page HTML avec des filtres dynamiques pour comprendre où sont les différences. Parce que ça peut être, il peut y en avoir beaucoup sur vos databases, sur vos tableaux, et ça peut être compliqué. Et là, on a une interface pratique pour voir tout de suite exactement où est-ce que l'update a changé, ou le add ou le delete. Et donc, il faut des filtres assez puissants sur des tableaux, sur vos tableaux. Donc, plusieurs jobs, plusieurs plateformes avec les brokers, le charge de travail, le shrink, l'intégration d'unit tests qui viennent d'ailleurs. Ah, la résilience. J'ai fait du bon travail, j'ai 200 scénarios enregistrés. Magnifique. Aujourd'hui, on va changer la taille d'un champ. Le champ facture, il est trop petit, il faut qu'on l'agrandisse de 10 à 15. Est-ce que mes tests que j'ai déjà sur le fichier qui touche la facture vont continuer à fonctionner, vu que la structure est différente? Bah, la réponse est oui. Il y a un paramètre qui dit ah, la structure a changé, indique-moi seulement la librairie qui contient la nouvelle définition. Et lui, il va s'occuper pour faire tout le travail derrière, pour récupérer les données dans la nouvelle structure et relancer le test comme si de rien n'était. Et c'est important parce que, évidemment, vous changerez la structure de votre database tôt ou tard. Et ça va permettre de capitaliser vos tests.
Si je rajoute une nouvelle table, par exemple, elle va être prise en compte au prochain replay. Parce que lui, il est tout le temps à l'écoute de. Et là, il va même vous dire, ben, il y a une nouvelle table qui est utilisée par rapport à avant. Okay. Alors, l'IA. On a. Ouais, on a du temps. L'IA. On va en parler. Il y a quelques slides là-dessus. Bon, alors, les avantages mesurables, on a pu voir que, évidemment, une fois que c'est automatisé, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est aussi beaucoup plus fiable. Mais c'est aussi disponible. Parce que j'ai des tests, des scripts disponibles. J'ai une nouvelle release. Où sont les scripts? J'en ai suffisamment. Bon, là, j'en ai plein. Et c'est tout le temps disponible. Et ici, on a déjà des statistiques disponibles. Bon, je vais un petit peu aller plus rapidement. Donc, bon, tout ça, évidemment, je pense que vous l'avez compris, on en a parlé. Voilà, donc, le projet Bob, qui était donc Watson X, qui maintenant est devenu Project Bob, parce que c'est plus grand, il y a plus de trucs. Vu qu'IBM a fait le partnership avec Anthropic et Claude, qui est un des meilleurs LLM sur le code, d'accord? Nous, on est en discussion depuis pas mal de mois avec IBM, l'équipe Rochester, déjà à l'époque de Watson X, parce que IA, ça peut faire du bon travail, mais on ne sait pas si le résultat est fiable ou pas. Pas tout le temps. Maintenant, dans le projet Bob, même dans Watson X Code Assistant, il y a l'idée de faire des tests unitaires. C'est pour ça que IBM a investi dans le machin RPG Unit via VS Code. Bon, très bien. Mais c'est l'unit test, c'est pas suffisant. Il faut que je puisse être en mesure de tester quelque chose qui passe sur tous les layouts, sur toutes les couches, interface, code, database, en batch, et que je puisse l'utiliser et comparer à la fin. Et c'est ce que fait notre outil. IBM, on est en train de collaborer avec Bob. Il y a eu l'introduction de ce qu'on appelle le protocole MCP, Model Context Protocol. Et nous dit, faites un serveur MCP de votre outil et on va commencer à jouer, quoi. Et nous, on a fini ça la semaine dernière, et on va donc continuer à collaborer. Mais l'idée, c'est, ici, les avantages de Bob, qui est plus puissant, qui a plus de fonctionnalités, c'est, ici c'est encore en anglais parce que c'est tout frais, Agentic Workflow. Ça veut dire que je suis Bob, je peux appeler des outils parce que je les comprends. Avec le protocole MCP, je sais ce que fait l'outil, je peux l'appeler tout seul, moi Bob, et je fais un workflow, quoi. Eh ben, Rapid Test peut rentrer, c'est un agent maintenant qui est disponible pour faire des tests d'entreprise. D'entreprise, c'est au-delà de l'unit test, la totale, quoi. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Je suis Bob, j'ai votre application. Vous me demandez, bon, ici, j'ai une application qui a plein de programmes RPG monolithiques, DDS, etc. Transforme-moi tout ça, modernise-moi tout ça en service web, modulaire, DDL. Mais l'application doit rester la même, quoi. Bon, ben, d'abord, je enregistre des tests avec l'outil Rapid Test. J'appelle Bob, et lui, il va transformer. Et quand Bob est transformé, je dis à Bob, rappelle les tests pour comparer si c'est la même chose, parce que fonctionnellement, ça doit rester la même chose. Même si tu changes d'architecture, avec les mêmes données d'entrée, tu vas avoir les mêmes données en sortie. Et là, ça devient possible. Et là, ça veut dire que, l'air de rien, si ça se trouve, l'IBMI serait la seule plateforme. On n'a pas été en mesure encore de le tester, vu que le Bob n'est pas encore disponible, mais on a les cartes en main pour faire un jeu où, si ça se trouve ici, vu que le test, nous, on est complet, on arrive à encapsuler automatiquement l'enregistrement plus le replay, on s'interface avec Bob, lui, il modernise, il nous rappelle, et nous, on lui donne du feedback jusqu'à ce que lui, il soit correct. Et on peut faire ça dans une loupe infinie. Donc, conceptuellement, on a les cartes en main pour faire que Bob puisse moderniser jusqu'à ce que ce soit validé à 100%. Et il le fait tout seul. Ça devient possible. Et pour faire ça, il faut que nous, on puisse encapsuler tout le test automatiquement en batch. Et c'est ce qu'on peut faire. Et voilà. Donc ici, moi, j'ajouterai la parole sur Quantum Safe et iSafe, si on peut se fier donc de l'intelligence artificielle. Bon, ROI, évidemment, il y en a, quoi, vous l'avez bien compris. En général, on rencontre avec nos clients qui sont de différentes tailles, hein,
On a des clients avec un programmeur, des clients avec des équipes de 200 programmeurs. En moins d'1 an, il y a déjà un ROI. Déjà après 6 mois, il y a déjà un retour. Mais ça se comprend assez facilement. Si j'ai 5 personnes qui font que du test, bah avec ça, comment dire, j'accélère énormément, j'automatise ce qu'ils font et ils peuvent superviser. Et donc, comment dire, ça accélère tout le processus. Et voilà, là-dessus, j'ai fini pile poil sur mon temps. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous avez l'expérience sur la génération d'edifact, les chaînes qui génèrent de l'edifact. En fait, ce sont des messages normés au nu. Nous, on utilise beaucoup, on en fait plusieurs dizaines de milliers par jour. Mais genre EDI? Oui, c'est ça, le DI. Okay. Bah, c'est pas un problème, hein, parce qu'on peut. En fait, vous tracez aussi tout ce qui est écrit dans l'IFS. Exactement. Mais nous-mêmes, dans nos commandes, notre commande, il y a une commande générale qui s'appelle run test, qui peut être divisée en 2 commandes, start run test, end run test, pour avoir multi-job et être à l'écoute. Bon. C'est la même commande derrière, c'est le même engin, quoi. Bah, cette commande, elle a une 50aine de paramètres. Un des paramètres, c'est un exit programme, qui sera le vôtre. Genre, je fais le test, ensuite j'appelle un programme personnalisé qui va aller voir si dans le serveur machin truc, il y a un PDF ou je sais pas quoi, ou un EDI. Donc tout ça, ça devient possible. Et on a des sous-commandes qui vont être, toi tu fais tes vérifications à toi, et tu vas décider si le test est passé ou pas, pour tel ou tel sous-test que tu fais. Bah, on t'offre une commande pour changer le statut du test global. Set status, avec le détail. Donc tout est possible ici. Donc voilà. Et tout est monitoré par des commandes que tout le monde comprend. D'autres questions? Est-ce qu'en tant qu'administrateur, on aura besoin de cet outil ou pas du tout? J'aimerais tant vous répondre oui. Ben, ça dépend. Des fois, oui, pas tout le temps, parce que le boulot d'administrateur, c'est un petit peu différent. Mais quand ça touche le fait de mettre à jour une nouvelle release, une nouvelle version, oui. Parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de pépin, quoi. Parce qu'un bug en prod, ça coûte très cher, quoi. Ça, c'est quoi? C'est une licence par serveur, donc ça marche comment en fait? Oui, c'est par serveur et par nombre d'utilisateurs. Il y a une échelle assez vaste pour permettre un point d'entrée correct, facile, et ensuite s'adapter sur des boîtes énormes. Voilà quoi. Donc c'est sur par serveur et nombre d'utilisateurs. D'autres questions? Ok, ben dans ce cas-là, j'utilise la slide d'IBM, magnifique. Merci à vous. Évidemment, si vous avez d'autres questions, ou pour en parler plus particulièrement de vos contextes, vos projets, je serai là les 2-3 jours autour des différents stands de café et autres, ou sessions. Quoi. Ouais, parce que nous, c'est un système global. On est en train de mettre un Stana là. En fait, on met des sondes un peu partout pour voir un petit peu la façon dont réagit l'application. Mais voilà, on fait du monitoring applicatif. Ouais, non, mais il faut commencer par ça. Il faut prendre des mesures pour ensuite savoir comment faire. Quoi. Et ça, je pense que c'est un bon contact. Donc là, il y a une automatisation qui est complète, ce qui est le but du jeu. Bonne journée. Et effectivement. Ok, donc si on veut une